Dans la période de crise que nous vivons actuellement, nous entendons beaucoup parler de science. On peut se rendre compte que derrière ce terme de science, il y a des visions différentes, il y a des idéologies différentes, et je vous propose de faire le point en compagnie d'un neuroscientifique et de deux philosophes. Et nous verrons ensemble que cette crise peut être aussi porteuse d'espoir et de solutions. Je suis Didier Réolon et je vous invite à nous suivre à travers ces 3 épisodes passionnants. Bonjour et bienvenue à notre 2e épisode consacré à la science. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Joël Monzé, docteur en neurosciences. Bonjour. Bonjour. Catherine Guilherme, philosophe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice nationale de Nouvelle Acropole Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Et Denis Bricknay, qui est donc philosophe. Bonjour. Fondateur de Nouvelle Acropole Canada et coordonnateur pour l'Amérique du Nord. Merci d'être avec nous tous les 3 aujourd'hui, encore une fois. Un plaisir. Alors, la première question que je poserai, ça sera pour toi, Joël. Est-ce que tu peux nous parler du lien entre la science et l'industrie ? En fait, il y a eu une prise de conscience dans les années 90 que souvent des recherches qui étaient faites, il y en a par définition, ce sera toujours comme ça. La recherche fondamentale, ça restera toujours quelque chose qui reste vraiment au niveau des universitaires. Il n'y a pas une volonté de produire et éventuellement de commercialiser quelque chose. Mais en même temps, il y avait une trop grande, un trop grand fossé entre ce qui se faisait comme recherche universitaire et éventuellement une commercialisation qui peut amener un enrichissement au niveau d'une université, d'un pays, d'une entreprise et ainsi de suite. Donc, il y a eu une volonté d'encourager les chercheurs à, au départ de leur recherche, voir de quelle manière ils ne pourraient pas créer des nouveaux produits, faire des innovations qui pouvaient éventuellement se mettre sur le marché. Et à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une grosse promotion pour que les chercheurs partent des startups. Et donc, il y avait de l'aide de la part du gouvernement pour pouvoir aider à démarrer éventuellement des micro-entreprises. Mais dans la manière dont se constitue une entreprise, bon, il y a le premier financement, un peu love money dont on entend de temps en temps parler, mais à un moment donné, il faut une nouvelle capitalisation. Et là, ce sont des entreprises de capital de risque qui interviennent. Il y a une première recapitalisation, puis une deuxième, puis une troisième. Et si au départ, le chercheur et l'université se partageaient 50-50 en termes de pourcent de l'actionnariat, chaque fois qu'il y a une recapitalisation, il y a un partage. Donc, en fait, petit à petit, le chercheur se retrouve avec de moins en moins d'impact sur les décisions parce que le nombre d'actions qu'il a sont de moins en moins grandes. Et quand je faisais mes recherches en éthique clinique dans les années 2000, ce qu'on constatait, en fait, c'est que plus l'actionnariat venait de la part des fonds de capital de risque qui, eux, ont un objectif de rentabilisation. Donc oui, ils trouvent que peut-être que l'idée du chercheur est géniale, mais ils veulent rentabiliser, que ce soit le fonds eux-mêmes ou revendre éventuellement une partie de leurs actions à une autre entreprise. Eh bien, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'éthique disparaît de plus en plus. C'est qu'au départ, par exemple, les OGM, de transformer des organismes vivants pour être capables de pouvoir nourrir des peuples qui n'ont peut-être pas accès à des tomates, à des pommes de terre et à toute une série de fruits, de légumes ou d'autres nutriments qu'ils pourraient avoir besoin. Ça peut partir d'une entreprise ou d'une volonté, d'une intention qui est très noble. Est-ce que Monsanto a la même vision que ça? Parce qu'eux ont une autre ambition. Ils ont une ambition de faire de l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'ils vont respecter les mêmes règles de prudence qu'un chercheur dans son laboratoire aurait utilisées? Est-ce que les chercheurs qui travaillent pour une grosse entreprise vont respecter les règles de base que normalement un chercheur universitaire doit respecter en termes d'éthique? Et c'est tout ça qui devient de plus en plus mélangé. Alors, plus l'entreprise finance à l'intérieur, parce que ici, je suis parti d'une idée d'un start-up qui part vers l'entreprise, mais il y a des entreprises qui vont financer des recherches dans les universités, eh bien, c'est certain que l'entreprise, elle a un objectif, elle a une image. Tu sais, je donne un simple exemple. Il y a quelques années, je faisais une recherche avec un partenaire institutionnel et on a mis en lumière un élément, d'accord, qui pour moi était vraiment intéressant parce que c'est une invitation à mieux faire.
Mais pour mon partenaire institutionnel, ah non, vous allez nuire à notre image si on en parle. Donc, c'est un élément, c'est une donnée que je n'ai pas pu publier parce qu'elle remettait en question. Moi, je ne le voyais pas de la même manière. Je disais, non, au contraire, on a mis en lumière quelque chose qui vise à l'amélioration des services qui étaient offerts par l'institution, mais l'institution le voit autrement. Donc, l'université va le voir autrement. Est-ce que l'université va être prête à accepter que son image soit altérée si éventuellement le chercheur commence à remettre en question certaines associations qui pourraient exister et ainsi de suite? Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que c'est de plus en plus nébuleux, cette zone-là, et que malheureusement, on se retrouve dans des situations où l'éthique prend de plus en plus le bord. Et d'ailleurs, mon livre « Médicaments et performance humaine », le premier titre que j'avais en tête, c'était « La faillite de l'éthique ». Parce que, justement, avec cette pression économique et cette pression industrielle sur les universités, je ne croyais plus à la possibilité de l'éthique en tant que telle. Et quand on entend dans la crise actuelle les gens qui se prononcent en termes de « nous avons une réflexion éthique, le comité éthique a dit ceci, a dit cela », c'est pas ça de l'éthique. L'éthique, c'est une démarche réflexive. L'éthique, c'est une démarche d'ouverture pour l'identification de tous les angles morts. Et pour l'instant, on ne veut pas les voir, les angles morts. On a un objectif. Mettre au point une technologie qui pourrait éventuellement, peut-être, on peut l'espérer, offre des possibilités de sauver des personnes, ou au moins de les soigner. Mais on évacue tellement de choses à travers tout ça parce qu'il y a un objectif de rentabilité. Le gouvernement ne veut pas repartir en confinement et les chercheurs rêvent de pouvoir avoir de nouvelles technologies et d'être financés pour pouvoir les mettre au point. Alors justement, dans la société de consommation en tant que telle, on l'utilise pour arriver justement à faire passer des idées ou à canaliser des imaginaires pour diriger vers un profit privé quelque part. On met en place ce qu'on appelle des ingénieries sociales. Alors peut-être que la prochaine question, je pourrais l'adresser à vous, Catherine. Est-ce que vous pourriez nous parler du besoin de sens qui est propre à l'individu ? Le sens à la vie ne peut être une quête qu'à partir du moment où quelque chose s'est éveillé à l'intérieur de nous. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui cherche le sens, et on parlait d'éthique tout à l'heure. Pour qu'il y ait éthique, il faut qu'il y ait intégration, que la vie ne se résume pas à simplement quelque chose de technique ou de biologique. Donc, quand on parle d'éveil, éveil de quoi ? Dans les philosophies d'Orient et d'Occident, il y a un fil commun qui parle de l'âme endormie ou éveillée. Et ceci, d'ailleurs, se retrouve, on parlait de mythe tout à l'heure avec Denis, et ceci se retrouve dans les contes et légendes que l'on donne aux enfants, mais qui ne sont pas pour les enfants en réalité, mais sont très sympathiques. Mais quand la princesse est endormie et que le chevalier doit aller la réveiller, nous pensons que c'est une simple petite histoire d'amour. C'est très agréable, mais en réalité, c'est la conscience qui va réveiller l'âme. Et à partir du moment où l'âme s'est réveillée, elle pose la question, mais qu'est-ce que je fais ici ? Elle pose les questions naturelles, de base. Qu'est-ce que la vie ? Alors, il y a Platon, par exemple, qui va dire que l'âme endormie, on la retrouve très régulièrement, et que pour la réveiller, il lui faut à l'âme une ambiance philosophique et spirituelle. Si on projette ça à aujourd'hui, regardez l'ambiance philosophique et spirituelle dans laquelle nous sommes, ça va être très difficile de réveiller l'âme, parce que être devant un ordinateur ou être devant nos téléphones ou quoi que ce soit, ou jeux vidéo, je ne crois pas que cela va réveiller. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a une nécessité pour l'âme de se retrouver au contact d'éléments, de principes, de beauté aussi, parce que je crois que le monde actuel manque de beauté. Quand je parle de beauté, je ne parle pas de la simple esthétique,
mais d'harmonie, plus exactement, qui peut se retrouver aussi bien dans le vocabulaire, dans la relation humaine, dans un sourire aussi, et aussi dans le fait d'apprendre à se reconnecter avec des principes. C'est la première fois que je rencontre ça, et ça résonne en moi. Alors ça aussi, c'est fondamental d'aller chercher ça. Et on pourrait se poser la question, mais à quoi ça sert de se compliquer la vie, de chercher le sens à la vie? Pourquoi ne pas vivre tel que l'on fait? Demain, on ne sait pas, puis c'est pas grave. Le sens à la vie, c'est pour mieux décider de sa vie. Parce qu'il y a multiples choix à faire. Mais c'est nous qui pouvons choisir véritablement, donc construire notre vie. Mais c'est effectivement une décision à prendre, puisque finalement on peut se laisser porter. La crise que nous vivons, on peut se laisser complètement porter par elle, ou on peut décider de réfléchir, de sentir autrement et d'agir aussi en conformité avec nos valeurs. Mais nos valeurs, on doit les reconnaître dans ce fameux sens à la vie. Donc je dirais, il devient fondamental ce sens à la vie si quelque chose s'est réveillé à l'intérieur de nous. Ça peut être quand nous sommes tout enfants. Ça pourrait être intéressant de savoir comment nous étions enfants. Peut-être Joël, je posais déjà la question de comment il allait expliquer la vie scientifiquement. C'est merveilleux. Moi, on disait que je posais des questions à l'âge de 4 ans sur d'où viennent les étoiles, etc. Et cette curiosité-là, qui démarre, qui peut être à l'enfance ou plus tard dans la vie, doit pouvoir être tout le temps présente. On parlait d'humilité tout à l'heure. L'humilité, je crois qu'on la confond aujourd'hui avec humiliation. Non, pourquoi ne pas être tranquille avec nous-mêmes? Nous avons beaucoup à apprendre de la vie, et la vie a beaucoup à nous enseigner. Donc c'est très intéressant, puisqu'on voit bien, quand on vous écoute, que ce besoin de sens est vraiment propre à l'humain en tant que tel. Et je pense que, en conscience ou pas, l'industrie a capté ce besoin-là pour le dévoyer, l'orienter en fait d'une certaine manière. Puis j'en sais quelque chose, puisque c'est un peu mon domaine, ayant été en école de commerce et travaillant en marketing, je le confesse. Mais Denis, quand on parle de dévoyer, on parle de voix. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que la vision traditionnelle entend par voix? VOIX. La voix avec le grand V. VOIE. 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 Ou les deux. Ou les deux. Je crois que, encore une fois, il faut peut-être approcher la question d'une manière un peu plus ouverte, pas ouverte, mais large. Et se dire que chaque individu, quel qu'il soit, au-delà de la race, sexe, credo, religion et diverses caractéristiques existentielles, chaque individu a une destinée. Si on part de cette base-là, on n'est pas rien, on n'est pas anonyme. Il y a une réalité intérieure, il y a une identité intérieure, il y a un mystère intérieur. Nous sommes là, nous sommes vivants. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle je suis là. Je, et pas simplement le corps, puisque je sais d'où il vient. Sauf erreur. Il vient de mon papa et de ma maman. Voilà. Mais je ne suis pas simplement cela. J'habite cela. C'est-à-dire, c'est une impression, c'est un ressenti, ce n'est pas une doctrine. C'est un mythe, justement. C'est dans le sens de se dire que c'est une vérité, mais qu'une vérité qui échappe à l'expérimentation de la raison, de l'analyse rationnelle, ça lui échappe. La raison n'est pas tout. La raison ne peut pas permettre de rentrer dans toute la connaissance. La raison, c'est une finitude. Et nous sommes, nous, une finitude dans un infini. On nous parle de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, mais nous, on est une finitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre capacité rationnelle, pour le moment, ne nous permet pas de pouvoir pénétrer à l'intérieur de toutes les dimensions. Et si on réduit
justement ça, de l'autre sens du réductionnisme, si on réduit ce double infini à la finitude de notre raison, et que le réel n'est compris que comme ce que la raison peut accéder, bon, ben là, c'est une amputation. Et qu'est-ce qu'on ampute? Ben, on ampute la dimension intérieure, on ampute tout ce qui n'est pas mesurable, comme tout à l'heure, Joël, ou l'autre fois, je ne m'en souviens plus exactement, dans l'exemple qui avait été pris. C'est-à-dire, je peux dire à mon épouse, ou lui poser la question, mais tu m'aimes plus ou moins qu'hier? Hier, tu m'aimais à 1,250 kg, et aujourd'hui, tu m'aimes de combien? 2 kilos ou un peu moins? Il y a des choses qui ne sont pas quantifiables. Il y a des choses qu'on ne peut pas réduire aux possibilités de la raison. Donc, à ce moment-là, si la voie ou le destin de chaque individu se résume au rationnel, mais la vie va être triste. Et ce n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des situations très angoissantes, parce qu'il y a des questions que l'on ne peut pas répondre par l'intermédiaire d'un concept rationnel qui sort d'une éprouvette et qui peut nous dire, ben voilà, ta voix, toi, eh bien, j'ai analysé ta carte génétique, j'ai analysé ta proportion de protéines, de lipides, de glucides et compagnie dans ton organisme, je te dis, tu vas là-bas. Il y a à l'intérieur de l'individu une identité qui est mystérieuse. Qui suis-je? Bon, peut-être que beaucoup sont capables de répondre à cette question. Ben, je suis mon prénom, mon nom de famille, je suis employé dans telle entreprise, j'ai fait ceci, cela dans l'existence, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, j'aime la tomate, j'aime pas le poireau, etc., etc. Tout ça, ça veut dire, je me définis sous le terme de l'avoir. Je suis ce que j'ai. Réfléchissons. Parce que dans la réalité, je ne suis pas ce que j'ai. Je suis ce que je mets de moi-même dans mon avoir. Autrement dit, ça veut dire que c'est moi, normalement, qui dois être capable de pouvoir penser que je suis un être et que cet être doit se développer. Je dois conjuguer le verbe être et mettre le verbe avoir en dessous du verbe être. Parce que j'ai une destinée. Si je suis quelqu'un, si je peux apporter quelque chose, je suis une originalité. Voilà, chaque individu est une originalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de société en termes de masse, comme ça se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que non, on ne peut pas. Il faut au contraire prendre en considération l'individu. L'individu est irremplaçable. Il y a quelque chose en lui qui est l'indivisible en lui. Alors c'est une quête, qui suis-je? Pars donc à la conquête de toi-même. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes vivants. À ce moment-là, ça donne une voie. C'est une voie qui est très intéressante. Et c'est une voie qui est partageable avec d'autres. Donc il y a une convergence. Parce qu'on est tous en quête de nous-mêmes, en quête de ce mystère de ce que nous sommes. Et personne ne peut me remplacer moi. Je ne peux pas remplacer qui que ce soit. Donc on est tous ensemble. Personne ne s'écrase. Et on marche tous. On marche tous vers cette destinée qui est donc commune et qui justifie le sens et le mot de une humanité. Nous sommes une humanité. L'humanité est une, mais elle est constituée de chaque individu qui, à part entière, est irremplaçable. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la dignité, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'il y ait de l'ouverture. Il faut éviter de penser un monde en strates dans lesquelles il y a en haut, ils ne sont pas nombreux, qui guident ce qui est en dessous, qui sont un peu plus nombreux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, nous, qui sommes du peuple. Alors, on est écrasés par toutes ces strates. Non, c'est une convergence. C'est vertical. C'est la pensée un peu platonicienne à ce niveau-là. Hein? C'est-à-dire, on est tous droits. Voilà quel est l'idéal. On est tous droits. Maintenant, on n'a peut-être pas la même hauteur. Peut-être qu'il y a des gens, et autour de moi, il y en a beaucoup, et qui sont des sources d'inspiration, qui sont des gens qui peuvent nous aider à comprendre, à réfléchir. Donc, on est tous droits. Le problème n'est pas la hauteur. Le problème, c'est d'avoir la possibilité de marcher sur sa voie et de partir à la conquête de soi. Et voilà quel est le sens de la quête. La quête avec une conquête. Et c'est ça qui donne le sens, qui est le sens d'une voie. La question n'est plus est-ce que je donne un sens à la vie, c'est que la vie est sensée. La vie est sensée.
Ce qui est insensé, c'est comment est-ce qu'on se relie à la vie et à ce mystère qui, on veut nous croire, n'en est plus un, parce que grâce à la science contemporaine ou à la réduction de ce qu'on en a fait, va nous donner le mystère infini, la résolution de l'équation imprimordiale du monde. Non, ça c'était le positivisme. Hein. Ils pensaient qu'on n'était qu'à 2 doigts, là, à 2 doigts de pouvoir résoudre. Non, plus besoin de la religion ou du religieux ou de la religiosité, plus besoin de la spiritualité, plus besoin de... Non, on est là. Dans l'éprouvette, on va trouver l'équation première et finale qui va révéler le mystère. Et à part ça, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit bien qu'il y a une quête de l'unité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler du point de vue aussi... C'est aussi une quête au niveau de la science de trouver quelle est l'équation première, l'équation qui nous permettra de comprendre. Et on a un petit problème d'unification, mais quand même, c'est quand même la quête est toujours là. C'est vrai. Ouais. Alors là, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit dans votre intervention, sur un ouvrage que je conseille vraiment d'Anthony Galuzzo, qui est la fabrication du consommateur, il me semble, je l'ai là. Oui, c'est ça, la fabrique du consommateur, qui montre bien en fait comment justement la société de consommation, la société marchande, a volontairement, dans le temps, axé les individus à se chercher à travers l'avoir. Donc en collant des attributs symboliques aux objets pour que la personne, graduellement, cherche à se retrouver à travers les objets extérieurs à lui-même. Donc c'est extrêmement intéressant, je conseille l'ouvrage si ça vous intéresse. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, est-ce que vous pensez qu'on a actuellement dans notre société où tout ce qui n'est pas quantifiable, mesurable est mis de côté, donc moqué, balayé, on n'en veut pas, est-ce que vous pensez qu'on est face à un phénomène de réification au sein de notre société? Oh oui. La réification ou la chosification, c'est-à-dire c'est transformer tout comme des choses. Et le drame qu'il y a, c'est de transformer l'être humain en une chose, de considérer que c'est une chose, de le réduire tout simplement à sa réalité organique. C'est sûr qu'on a un corps, c'est sûr qu'on a un organisme, qui d'ailleurs peut être une source de méditation et de réflexion énorme. Ce mystère du corps, cette capacité d'avoir toute une série d'organes qui ont des fonctions qui sont quand même très spécifiques et qui peuvent même être en contradiction les unes avec les autres. Si par exemple, excusez-moi si je prends un exemple peut-être un petit peu graphique, là, hein, mais quand même, si il y a quelque chose de notre intestin qui, au lieu de sortir par là où ça doit sortir, reste à l'intérieur et se met à circuler à l'intérieur de l'organisme, on va mourir. On a la capacité, l'organisme a la capacité de s'auto-empoisonner. C'est quand même merveilleux que nous ayons une telle harmonie pour laquelle on n'a rien à faire. C'est un automatisme biologique, heureusement, hein, qu'on n'a pas à nous gérer la politique intérieure de la gestion de l'organisme. Parce que si ça se passait comme ce qu'on peut voir de nos jours pour la société, disons, humaine, on aurait peut-être quelques problèmes de santé. Absolument. La définition de l'animal, parfois, c'est que c'est une chose vivante. Voilà, c'est une chose vivante. Et alors, nous, on nous dit, l'être humain est un animal doté de raison. On ne sait pas d'où elle vient. On pense qu'elle vient de tout ça. On n'en sait rien du tout. On n'a pas trouvé l'organe de la conscience. On a trouvé beaucoup d'organes dont on connaît les fonctions. Mais la conscience n'apparaît pas liée à un organe spécifique. Plutôt, c'est quelque chose comme une sorte d'enveloppe, là, de dimension un peu énigmatique pour le moment. Bon, voilà. Alors, l'animal est une chose vivante. A living thing. Voilà, une chose vivante. Et nous, on nous dit, nous, êtres humains, on est un animal doté de raison. Alors, on est un animal, une chose vivante, dotée de raison. Et quand on considère l'être humain comme étant une chose, et que collectivement aussi, mais ça donne libre cours à envahir des pays au nom de leur apporter leur bonheur. Dans la réalité, c'est la couverture pour récupérer des matières premières. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, de point de vue de notre actualité, qu'il y a des pays, le Sahel par exemple, qui se fout du Sahel dans la réalité? La seule question, c'est parce que, mais il y a des matières premières qui intéressent qui? Le pays? Non, qui intéressent d'autres pays qui se donnent le droit d'asservir des populations, de générer de la misère, enfin, de créer un monde qu'on ne veut pas. On ne veut pas de ce monde-là. Nous, ce que nous voulons, nous tous, c'est un monde
humaniste. Je ne parle pas de l'humanisme rationaliste, là. Je parle d'un humanisme plus rattaché à une conception de l'être humain où on reconnaît sa dimension intérieure et qu'on nourrit sa dimension intérieure. Et même si, à la limite, on pensait que la dimension intérieure est le produit génétique, peut-être, laissons ça comme ça, mais profitons, travaillons la dimension intérieure, nourrissons la dimension intérieure, parce que c'est certain qu'en le faisant, la conscience va s'éveiller à autre chose que le matérialisme athée. Elle va reprendre conscience d'une dimension du sacré. Voilà, ça. Alors, le sacré, ce n'est pas une chose. L'être humain n'est pas une chose. L'animal n'est pas une chose. Une plante n'est pas une chose. Une plante est une plante, c'est une vie végétale. Un animal, c'est une vie animale. Et on sait maintenant que les plantes, elles réagissent à la musique, par exemple, aux différents types de musique. Donc, il y a quelque chose d'animique, quelque chose qui peut se rapporter à la psyché, même si on parlera, dans ce cas-là, du point de vue de la plante. Elle réagit, elle vit, on peut communiquer. Alors qu'on se moque de nous parce qu'on peut dire qu'on peut parler à un arbre, si tu contemples un arbre, tu es en train de lui parler. C'est-à-dire la manière avec laquelle tu te relis à lui, c'est un dialogue. Mais il ne faut pas s'attendre que ce soit le dialogue de la raison conceptuelle, ça c'est sûr. Et même le minéral, tout ça c'est de la vie, nous sommes dans une planète vivante. Et on n'est pas à l'extérieur de cette planète-là. Alors non, il faut lutter à tout prix contre la chosification. C'est-à-dire même un objet n'est pas une chose, parce qu'il a été construit. Surtout quand il y a de l'artisanat, il y a quelqu'un qui a mis de l'amour, qui a mis de l'attention, qui a mis une pensée, qui a mis une charge. Absolument, alors que là, encore une fois, pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, là on assiste au contraire au transhumanisme. Enfin, en tout cas, on essaie de nous pousser dans cette voie le plus possible et le plus rapidement possible. On voit l'intelligence artificielle qui est en train de prendre à peu près tous les aspects du vivant. Est-ce que dans ton domaine, Joël, les neurosciences, est-ce que l'intelligence artificielle a bouleversé quelque chose? Est-ce que ça a changé la donne quand c'est arrivé? Je ne sais pas si ça a changé la donne. Je pense qu'au départ, c'est une convergence, en fait, entre des informaticiens et des neuroscientifiques qui voulaient essayer de modéliser comment fonctionnait le cerveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir arriver à développer des puces électroniques qui ont des capacités de traitement d'informations à une vitesse tellement élevée que le cerveau humain, présentement, n'en serait pas capable. Alors, le fantasme, peut-être, pour certaines personnes, c'est de se dire, écoute, je suis tellement extraordinaire, moi. Non, mais vous ne comprenez pas, moi, à quel point je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je ne peux pas mourir. Le monde va arrêter de vivre si je meurs. Donc, il faudrait que je mette ma si belle intelligence dans un ordinateur. Ou que je suis tellement intelligent qu'il faudrait qu'on me mette des puces dans mon cerveau. Comme ça, ma si belle intelligence va pouvoir s'exposer encore plus. On est avec des personnes qui sont en train d'utiliser des recherches qui, à la base, peuvent être peut-être très utiles pour l'humanité, pour leurs besoins personnels. C'est des troubles de personnalité narcissique souvent pervers. C'est des gens qui, malheureusement, ont énormément d'argent parce qu'ils ont développé des très beaux produits qui se sont très bien vendus, puis tant mieux pour eux. D'accord? Ils le méritent. C'est quand même eux qui ont créé ces produits-là. Mais il y a une incapacité de pouvoir revenir à la simplicité du moment et la simplicité de la personne. J'ai une enfance compliquée. J'ai décidé de vivre et de m'assumer pleinement. Je ne souhaite pas mourir demain, mais si je meurs demain, je n'ai pas peur de ma mort. Pour moi, ça fait partie de l'élément. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais réfléchi à c'est quoi la mort. Je trouve qu'il y a un philosophe qui est Jean-Paul Sartre qui est extraordinaire, qui a défait beaucoup de concepts religieux, qui s'est battu pour essayer de ramener une pensée dégagée en fait de certaines croyances religieuses, mais qui est mort angoissé parce que à force de s'être mis à refuser le spirituel, en confondant le spirituel et le religieux d'ailleurs, eh bien, il en a oublié à réfléchir sur le sens de sa vie, probablement en termes de transcendance. Qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a après le voile. Je sais juste qu'un jour ou l'autre, je vais devoir le franchir. Et ça sert à quoi d'avoir peur aujourd'hui ou d'imaginer que le monde
ne pourrait plus vivre si j'étais pas là. C'est certain que mes enfants, ma conjointe, mes amis vont regretter que je ne sois plus là. Mais au-delà de ça, moi, je ne serai plus là, point. Et le transhumanisme, malheureusement, c'est vraiment la volonté de remplacer différentes pièces biologiques qui constituent l'être humain par des améliorations électroniques, numériques, qui permettraient d'upgrader ou d'améliorer certaines performances. Sera-t-on plus heureux? Honnêtement, personnellement, j'en doute, mais ce n'est que mon avis. Alors, il y a un philosophe, Éric Sadin, qui écrit beaucoup, en fait, justement, sur le numérique à notre époque. C'est extrêmement intéressant aussi, je le conseille à ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Et je vais lire une de ses citations tirées d'un de ses ouvrages. « Un statut anthropologique et ontologique inédit prend forme qui voit la figure humaine se soumettre aux équations de ses propres artefacts dans l'objectif prioritaire de répondre à des intérêts privés et d'instaurer une organisation de la société en fonction de critères principalement utilitaristes. » Donc ça donne une bonne image de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Alors justement, dans ce contexte-là, Catherine, que peut-on faire pour préserver son humanité? Je vous donne beaucoup de grandes questions aujourd'hui. Oui, c'est un grand défi. Si on reprend la perspective des philosophies, tant d'Orient que d'Occident d'ailleurs, il s'agit de revenir déjà à comprendre l'humain. Pas de le mettre dans une case ou de lui donner une étiquette, mais de comprendre quel est l'enjeu en fait de l'humain ou de l'humanité. C'est assez intéressant parce que aussi, il faut le savoir qu'il y a beaucoup de philosophies qui se sont transmises au travers d'un langage. On a parlé du langage symbolique, mais aussi d'un langage codé, aussi bien la langue Senzar, la langue des initiés, ou le sanskrit, mais qu'aujourd'hui nous pouvons tous apprendre. Et il y a un mot qui parle pour définir, entre guillemets, ce qu'est l'humain. Et ce mot est manas. Et manas, dont la racine est man. Man, l'anglais va garder pour dire homme, humain. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le langage du sanskrit, manas, comment nous on va le traduire dans notre pauvre vocabulaire, puisque nous avons perdu toute la richesse aussi de la langue, ça veut dire mental pur. On pourrait aussi l'expliquer comme intelligence, discernement. Pour aller plus loin, capacité de faire des liens, capacité de voir au-delà des apparences. C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'humain, dont on n'arrive pas vraiment à définir finalement, est la rencontre de deux mystères. Le mystère de la forme matérielle, parce que ça reste un mystère. Tout à l'heure, Denis parlait des objets. Ça me faisait penser à un texte de l'ancienne Sumer, Babylone, où il y a un vieux texte qui parle de la rébellion des objets. C'est intéressant. Ça veut dire que les objets ne sont pas tout à fait morts. Donc, il y a un mystère dans la forme, mais il y a aussi le mystère du métaphysique, de l'esprit, et que l'humain est à la rencontre de cela. Et que c'est son intelligence ou sa capacité d'unir, sa capacité de relier, sa capacité d'harmoniser qui peut favoriser cela. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer la matière à l'esprit. Au contraire, et il est là le défi. Et elle est là l'aventure de la vie. Retrouver ou ne pas perdre son humanité, moi je dirais que l'être humain, fondamentalement, a besoin de se sentir au cœur de cela. Il a besoin de sentir que sa dignité, son honneur, sa pureté presque, est dans la capacité de retrouver son destin et de prendre son destin en main et de bâtir, de construire. Alors ça peut être au travers de la science, bien sûr, et la science,
elle a donné des œuvres magnifiques dans toute l'humanité. Ça veut dire que même la musique est une science, puisqu'on dit qu'un bon mathématicien est un musicien. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est la capacité de devenir un poète au travers d'éléments très concrets, physiques, et de redonner la beauté à la vie. Qui sait, comme disait, je ne me souviens plus son nom de ce... Il est devenu français maintenant, mais c'est un Vietnamien qui a parlé très bien de Notre-Dame quand elle a brûlé. Son magnifique ouvrage, La beauté sauvera-t-elle le monde? C'est absolument extraordinaire. Et je crois à cela, je crois que l'être humain a besoin de se rapprocher de cette beauté-là, de cette simplicité, de cette naturalité qu'est la vie, mais il a besoin, pour cela, l'humain, comme moi, j'ai besoin de me rapprocher des enseignements, des sources, de ce qui est atemporel, pas de simplement ce qui est à la mode, parce que c'est très passager, mais de pouvoir être en contact de ce qui va venir nous réchauffer à l'intérieur, de ce qui va nous apporter une lumière de réflexion, parce que nous aussi, nous pouvons penser par nous-mêmes aussi. Alors, il y a beaucoup à faire, mais fondamentalement, il s'agit de réchauffer le cœur de l'humain. Et le transhumanisme ne peut pas faire ça. On peut faire beaucoup de mécanicité, mais la capacité d'aimer, comme on parlait tout à l'heure, d'aimer les autres, mais aussi d'aimer la vie, d'aimer ce qui est plus grand que nous. Ça fait partie de la quête de la vérité, la quête de la sagesse. Et c'est ça qui nous met en quête, et Denis en parlait tout à l'heure avec la voix, c'est-à-dire on cherche parce qu'on veut se rapprocher de ce que l'on pressent intérieurement, qui est magnifique, qui est beau, mais sans oublier que nous faisons partie de cette beauté-là, et probablement qu'on l'a oubliée. Et parfois, nous, dans nos activités, les jeunes nous disent « Mais moi, je suis vide, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, tu n'es pas vide, il faut se reconnecter, justement. Alors, c'est ça que je dirais pour aujourd'hui. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose? En fait, je suis en train de penser, en t'écoutant, Catherine, c'est qu'il y a 2-3 ans, il y avait un magazine scientifique qui m'avait demandé de faire une revue sur les différentes hormones liées à l'accouchement. Je ne suis pas un spécialiste des hormones, d'accord? Moi, ce que je connais, c'est le cerveau, beaucoup plus les neurotransmetteurs que les hormones. Mais bon, OK, j'ai accepté le défi et j'ai plongé. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que j'avais déjà entendu parler de l'ocytocine, entre autres, il y a quelque chose de fantastique avec l'ocytocine. C'est que c'est une hormone qui va être libérée d'une manière très, très importante, en fait, au moment où la maman va mettre au monde son bébé. Et ça va amener un sentiment de bien-être, de relâchement. Donc, après un gros effort, la maman libère de l'ocytocine, ça crée un relâchement, et elle peut rentrer dans le relationnel avec son bébé. Et en même temps, le bébé va vivre aussi va libérer aussi beaucoup d'ocytocine. Et en fait, ça va créer ce relâchement parce que lui, il vient de sortir du corps de maman, il a froid, il ne sait pas trop ce qui se passe, il voit mal, d'accord, il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais hey, quand je suis dans les bras de maman, éventuellement papa, si papa fait un peu de peau à peau, d'accord, je me sens bien, il y a un attachement qui se fait. Et c'est quelque chose que je savais théoriquement, que j'ai vu quand je suis devenu papa. Quand on dépose un bébé sur le ventre de la maman, quand l'accouchement est relativement naturel, le bébé automatiquement remonte vers le sein. Mais pourquoi est-ce que les bébés font ça? Ils ne doivent pas le savoir. Tout simplement parce que l'ocytocine a un autre rôle. C'est de chauffer les seins. Donc, en fait, dans les 2 ans qui suivent l'accouchement, l'ocytocine atteint un pic extraordinaire qui crée, d'accord, le sentiment de bien-être chez la maman, mais augmente la chaleur des seins. Et donc, le bébé va aller se coller vers les seins pour aller prendre éventuellement sa première lapée de lait. Donc, la relation, l'être, et je trouve que même la biologie, c'est certain qu'il y a plein d'études réductionnistes qui m'ont permis d'écrire le papier que j'ai écrit à ce moment-là, mais c'est là que de revenir à cette beauté, à cette pureté de l'être humain qui, je pense, malheureusement, est de moins en moins valorisée parce que c'est pas rentable. 2 personnes qui s'aiment
c'est pas rentable, ils n'achèteront rien. Ils ont besoin d'avoir un Saint-Valentin ou d'avoir un restaurant, d'avoir du vin, d'avoir une belle robe, d'avoir un beau smoking. Non, deux personnes qui s'aiment, qui sont juste bien, ça va pas. Donc, et c'est là que, en créant des faux besoins, en détournant les gens de cette beauté de la biologie, de l'expérience humaine, on se retrouve de plus en plus dans des situations où l'être humain peut se sentir vide parce qu'il est tout le temps à l'extérieur de lui. Exactement. Et comme il est à l'extérieur de lui parce qu'il a oublié, d'accord, de regarder à l'intérieur de lui, je peux comprendre qu'il n'est pas bien et qu'il est angoissé. Et quelque part, le premier confinement était terrible pour beaucoup de personnes. Mais en même temps, il a été extraordinaire pour d'autres personnes parce que les gens ne pouvaient pas aller travailler. Et il y a des gens qui ont pris ce moment-là, qui se sont rendus compte, hey, ce que je vis depuis des années, ce que j'endure depuis des années dans tel ou tel emploi, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça ma vie. Je veux faire autre chose. Et ils ont eu du temps pour réfléchir. Donc oui, c'est dramatique pour les gens qui ont eu de la difficulté à gérer cette solitude imposée, mais ça a été aussi un tremplin pour beaucoup de gens, dont on a malheureusement peut-être certains effets secondaires, c'est qu'on manque de personnel dans certaines entreprises, mais en même temps, ça part peut-être justement d'une retrouvaille à l'intérieur de soi pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quel est le sens de notre vie, où est-ce qu'on veut s'en aller, comment on veut le faire. Et ça, les entreprises vont avoir la misère à le contrôler. Absolument. Très intéressant. Catherine, tout à l'heure, vous parliez d'un texte sumérien, il me semble, de la révolte des objets. La rébellion des objets. La rébellion des objets. J'ai une question par rapport à ça pour vous, Denis. Est-ce que la situation qu'on vit actuellement, qui nous semble dramatique à bien des égards, est-ce qu'elle s'est déjà produite dans d'autres époques? Et si oui, est-ce qu'on en a tiré des enseignements qu'on pourrait appliquer aujourd'hui? La deuxième partie de la question, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, tirer une expérience de ce que l'on vit est quand même assez rare. Précisément parce que aussi, pour tirer une expérience de ce que l'on vit, encore faut-il avoir les moyens de le faire, les moyens psychiques, les moyens mentaux de le faire, et surtout les moyens existentiels. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux gens d'avoir une introspection. L'introspection, ça veut dire l'inspection à l'intérieur de soi. Ça prend du temps. Il faut s'arrêter. Si on est toujours en train de courir à droite et à gauche, parce qu'on est cité, un peu comme un tribunal qui nous cite en cours, avec sub pénal, cité en cours. Alors la citation à l'extérieur de nous-mêmes, ça s'appelle excitation. C'est l'excitation. C'est très bon pour le commerce. S'il faut vendre des choses, marketing, s'il faut vendre des choses, etc., on a intérêt absolument à faire que les gens sortent d'eux-mêmes, se voient là-bas, et puis se disent, mais je suis là-bas, mais qu'est-ce que je fais donc ici? Il vaut mieux que j'aille là où je me vois. Alors je me vois dans la voiture, je me vois dans le paquet de pâtes, je me vois dans le paquet de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, je suis complètement excité, c'est-à-dire cité par l'extérieur. Alors qu'il faudrait être incité. Il faut aussi qu'il y ait l'incitation. Et l'incitation, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire quand il y a des questions qui se posent à l'intérieur de nous-mêmes, un sentiment, une impression, qu'on commence à se reconnaître là soi-même. J'existe alors finalement. Une fois que j'ai la conscience que j'existe, c'est très bien. Parce que là, si j'existe, ça veut dire aussi peut-être que je peux me réfléchir comme deuxième phase, comme étant un être. Alors à ce moment-là, je ne fais pas que d'exister, je suis aussi. Et cette relation entre le « je suis » et l'existence peut très très bien s'harmoniser avec une société qui soit cohérente, qui ne soit pas conduite que par les marchands. Enfin, les marchands, c'est bien d'être marchand, mais je veux dire par tout ce qui concerne une politique, une philosophie du profit, et qui fait que, voilà, tout se résume à ça. C'est-à-dire, mon bonheur est complètement rattaché à l'avoir. Regardez en anglais, comme on dit en anglais, ce qu'a donné le behaviorisme. Du terme anglais, c'est be, have. Et qu'est-ce qui vient en premier? Have, ou to have, non, mais la prononciation est différente. Mais c'est le have be, c'est be, have. Et c'est ça, c'est très philosophique.
C'est-à-dire que la voix puisse être conduite par l'être, parce que c'est dans l'être que l'on peut penser la générosité, pas dans la voix. Si, je suis très généreux, j'ai donné ma machine à laver cassée à quelqu'un d'autre. Ma générosité, ça ne marche plus. Ou alors, maintenant, le dernier ordinateur qui me permet de voir 2 ou 3 milliards de couleurs, c'est pas vrai, mais enfin, j'exagère, oh là, je veux l'avoir, alors que moi-même, ou nous-mêmes, la quantité de différenciation de couleurs que l'on peut avoir se compte pas en millions, n'est-ce pas, etc. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est réinverser. Voilà, c'est réinverser, mettre l'être au-dessus de la voix. Ça veut dire mettre donc toutes les valeurs fondamentales au-dessus de tout le reste. La dignité, la concorde, la compassion, l'amour, le respect, etc., etc., etc. Donc c'est un vrai travail personnel de tout à chacun, en fait. C'est à chacun de se prendre en main. C'est une révolution, c'est à la fois révolution et réaction. C'est ça le sens aussi de la philosophie. Il faut réagir. Sinon, si je... Voilà, je finirai sur ça, pour aller dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui nous dit « Si tu n'agis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu agis. » Ce qui est très bon pour le commerce, le marketing. C'est-à-dire que faire que les gens pensent comme ils agissent, c'est beaucoup mieux pour les inonder de toute une série de miroirs aux alouettes pour les amener à des comportements qui sont logiques d'un point de vue rationnel, puisque j'ai fait ça et on a répondu. Et justement, si j'ai fait ça de cette manière-là, c'est pour qu'on y réponde. C'est très rationnel. Mais en étant constamment à l'extérieur de soi-même, l'introspection oublie ça. Plus d'introspection, pas de vie intérieure, vide intérieur, crise métaphysique, vide métaphysique, développement de l'angoisse. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en psychologie et dans d'autres domaines, est reconnu, ou même dans notre propre expérience. Et au point où on en est, parce que là on vit une crise assez bien entamée, je dirais, est-ce que vous pensez qu'il va falloir aller jusqu'au bout vraiment, ou est-ce que... en fait, c'est là où je voulais en venir avec ma question. Est-ce qu'on a déjà des exemples de civilisations qui ont réussi à déjouer ce genre d'ornière? Alors, évidemment, en leur temps, avec le contexte de leur époque, mais est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qu'ont déjà vécu d'autres avant nous? Il faut, comme disait, je crois, dans le dernier entretien, je crois que c'est Catherine qui disait ça, je ne me rappelle plus exactement, ou Joël, ou peut-être les deux, c'est que le phénomène de la crise fait partie de la vie. S'il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est qu'une crise, finalement? C'est le nom que l'on donne à une expérience, à un événement qui nous met en face de nous-mêmes et qui nous dit « Ah, tu croyais être arrivé, mais tu n'es pas arrivé encore. Tu sais, il y a quelque chose de plus en toi-même. Il y a un meilleur toi-même qui existe. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas dans cet état. Il y a un meilleur toi-même qui arrive. Et si tu t'en es pas rendu compte par toi-même, paf. Ça, c'est l'amour de la nature. Ça, c'est la compassion, disons, tu vois, bouddhiste, on va dire. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on rentre dedans parce que non, nous ne sommes pas arrivés à notre humanité. Nous rêvons d'une humanité. J'entends avec un grand H, là, j'entends avec un grand H, à une humanité, une vraie humanité, celle du cœur, celle de l'amour, celle de la compassion, celle de la reconnaissance, celle du partage, tout en vivant des crises. Alors dans l'histoire, oui, il y a eu beaucoup de crises. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé, non pas qu'il y ait eu une lutte contre la crise, mais qu'il y a eu une rénovation des valeurs, des vertus et de tout ce qui permet d'avoir une culture, une civilisation rayonnante. Parce qu'un défaut, c'est un vide. On ne lutte pas contre un défaut, puisqu'il y a quelque chose qui fait défaut. Alors ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui fait défaut. Alors si, par exemple, je suis toujours en colère, ce qui me fait défaut, c'est quoi? C'est le calme. Au lieu d'essayer de lutter contre ce vide, c'est-à-dire quelque chose qui fait défaut, qui est un vide, il vaut mieux que j'essaye de voir à considérer ce que peut être le calme et à considérer comment est-ce que moi-même je peux réussir à faire que cette valeur importante, qui est donc le calme philosophique, si tu veux, pour ne pas dire que c'est un calme de surface, puisse trouver une possibilité de s'éveiller à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas vides, comme on disait tout à l'heure.
Le problème, c'est qu'il faut aborder la crise personnelle ou existentielle comme étant quelque chose de naturel et de normal dans un monde où on fait tout pour que ça n'arrive pas. Quand je regarde ce qui se passe, par exemple, juste regarder la littérature que on voit dans des blogs ou dans des revues populaires qu'on peut acheter pour quelques dollars au moment de payer ses commissions de ménage. Okay? Quand on voit comment on parle des enfants, ces enfants, ils sont terribles. C'est le Terrible 2, le Fucking 4. C'est tous les noms des enfants. Non, ils devraient se conformer. Ils devraient. Et nous sommes les pauvres victimes, nous les adultes, face aux enfants qui font des crises. Donc, il y a une conceptualisation de la crise qui est complètement erronée, alors que au moment où, justement, l'enfant fait ces différentes crises, comme parent, c'est pas agréable. Mais en même temps, ce sont des points charnières qui correspondent à des sauts quantiques dans la maturation du cerveau. Et pour moi, je vois ça comme étant merveilleux. Ce qui n'a pas été bien vécu à 2 ans, ben, de toute façon, ce n'est pas trop grave, ça se représente à 4. Ce qui n'a pas été bien vécu à 4, 5, 6 ans, ce n'est pas grave, ça se représentera à l'adolescence. Mais ce qui a été mal vécu à 2 ans, à 4 ans et à l'adolescence, ça devient un trouble de la personnalité. Donc, les crises sont nécessaires. Elles permettent justement une maturation et une intégration des différentes zones du cerveau pour que le cerveau soit beaucoup plus mature. Alors vous allez me dire, on n'est pas tous obligés de tomber dans des troubles de la personnalité si jamais on a vécu des moments difficiles dans notre enfance ou dans notre adolescence. C'est pas grave, on a la crise de la trentaine, puis la crise de la quarantaine, puis la crise de la cinquantaine, qui sont autant de moments qui sont des invitations à permettre au cerveau d'utiliser les ressources qu'il a. Mais pour ça, il faut que je m'arrête. Pour ça, il faut que j'accepte que le moment difficile que je vis, là, dans le moment, je vais l'affronter, je vais l'aborder, je vais l'apprivoiser. Oui, mais je pourrais me distraire avec un jeu vidéo ou avec occupation double ou en prenant une substance X. Est-ce que j'ai le courage ou non de plonger en dedans? Tu sais, il y a une statistique qui disait il y a quelques années qu'il y a 8% des gens qui font de la psychothérapie. Je m'inquiète parfois pour le 92%. On n'est pas tous obligés d'aller en psychothérapie. On peut faire de la philosophie, on peut aller voir éventuellement dans une démarche religieuse, on peut lire des très bons livres qui vont aider la personne à bouger. L'important, c'est de se poser des questions puis d'accepter que la crise, elle fait partie d'eux. Le seul problème, c'est est-ce qu'on veut nous maintenir dans une crise qui a des objectifs mercantiles, qui a des objectifs de nous faire accepter des choses qu'on n'accepterait pas? Quelque part, j'aime beaucoup prendre l'exemple des OGM. Quand l'Europe a décidé d'obliger l'étiquetage des OGM, l'Assemblée nationale du Québec, d'accord, les 125 députés, ont tous voté pour un étiquetage similaire à l'Europe. C'est une compétence fédérale. On ne peut pas. Parce que le fédéral dit non. Parce que les lobbies autour d'Industrie Canada ne permettent pas à Santé Canada de vraiment regarder ce qui se passe. Un autre exemple, il y a eu 2 ans de retard entre l'écriture du dernier guide canadien alimentaire et sa diffusion officielle. Il y a eu des ajustements d'ailleurs pour faire plaisir à l'industrie. Mais aujourd'hui, on veut vraiment nous imposer les OGM sans qu'on se pose la question. On est stupide de vouloir se poser des questions parce que la science le dit. Depuis quand? On ne le sait juste pas. Ça ne veut pas dire que l'OGM est une mauvaise chose. Peut-être que l'OGM va répondre à beaucoup de problèmes de malnutrition dans le monde. Mais ça demande une appropriation des gens. Et on ne veut pas que les gens s'approprient la connaissance. On ne veut pas que les gens s'approprient la réflexion. Parce qu'à ce moment-là, ils pourraient ne pas consommer. Et je crois que malheureusement, beaucoup de discours pseudo-scientifiques qu'on en a actuellement, d'accord, c'est de nous empêcher de nous approprier ce qui est en train de se passer pour le moment, où on nous a sorti des super-héros, d'accord, qui sont probablement de très, très, très bonnes personnes sur le plan individuel, mais qui contribuent globalement à nous empêcher de nous réapproprier cette crise alors qu'on en a profondément besoin. Est-ce qu'un virus, c'est nécessairement un ennemi? Est-ce qu'un virus pourrait contribuer à notre évolution, pourrait contribuer à nous inviter à manger plus sainement, pourrait nous contribuer à nous dire « Hey, arrêtez de regarder la télévision ou de jouer avec vos jeux vidéo et d'être devant votre téléphone, allez marcher, mangez bien, créez des belles rencontres avec vos amis
Vous allez libérer de l'IgA si vous êtes heureux. L'IgA, c'est quoi? C'est la première barrière qui nous protège, en fait, contre des microbes. Et en fait, il y a une très belle expérience qui a été faite à New York, où on a demandé à deux groupes, donc des gens qui étaient là, qui ont accepté de participer, on leur a demandé de ressentir de la haine et puis de l'amour. De l'amour et puis de la haine. Et puis on mesure dans leur bouche le taux d'IgA, qui est l'immunoglobuline A. Et on voit en fait que quand ils ressentent de la haine, l'IgA, elle chute. Quand ils ressentent de l'amour, l'IgA remonte. Donc, notre première barrière protectrice contre des microbes, elle dépend de notre état intérieur. Est-ce que si on est tous malheureux ou effrayés à l'idée d'un virus, au lieu de faire attention à notre chimie interne, on aurait plus intérêt à aller chercher la chimie qui est très rentable pour les actionnaires des compagnies? Alors, je rebondis sur ce que tu dis pour conclure ce deuxième épisode. Effectivement, probablement qu'on cherche à des fins de profit, quelque part, à nous maintenir dans un certain état d'anxiété. Et est-ce que tu peux nous parler par rapport à ça de la fameuse fabrication du crétin digital? Parce que je trouve ça vraiment fascinant comme information, là, c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, l'expression n'est pas de moi, c'est de Michel Desmurger, qui est un neuroscientifique français que j'aime beaucoup. En fait, ce qu'on constate, c'est que jusqu'à la génération Y, milléniaux, on a vu que le QI montait de génération en génération. Le QI, ce n'est pas nécessairement la mesure de l'intelligence, c'est le raccourci social qu'on a fait. C'est la capacité d'une personne à s'adapter à l'environnement scolaire dans lequel il est, à l'environnement dans lequel il est tout court. D'accord? Donc, je pourrais avoir un bon QI ici, aujourd'hui, mais si on me plonge en plein cœur de l'Amazonie, mon QI ne sera peut-être pas très efficace parce que je n'ai pas les ressources, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas été formé, je n'ai pas développé ma capacité de m'adapter dans la forêt vierge. Donc, on a remarqué en fait que le QI monte jusque maintenant et en fait, progressivement, depuis la génération des Y et surtout les milléniaux, on voit que le QI est en train de redescendre. Ce qui est interpellant. C'est ça l'idée de Michel Desmurger, la fabrique du crétin digital. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes ont malheureusement, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça chez tous, ça veut juste dire que certaines personnes sont plus fragiles et qu'est-ce que ces personnes-là vont vivre? Mais ce que l'on sait, c'est que quand on est sur un écran, par exemple, je travaille, je crée, j'écris un livre, j'écris un article, je communique, j'envoie une lettre, c'est du travail. C'est quand même plus facile qu'une machine à écrire telle que ce que je connaissais quand j'étais beaucoup plus jeune. On a du numérique pour échanger avec les autres. Aujourd'hui, on est dans le deuxième épisode d'une série de rencontres qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont, en tout cas je l'espère, d'accord? Donc c'est une rencontre, là aussi c'est une autre forme d'apprentissage. J'ai des amis qui sont en Europe, leur parler grâce aux outils numériques, c'est vraiment plus facile que d'envoyer une lettre, qu'elles mettent 10 jours pour y arriver, qu'ils la lisent, qu'ils y répondent et que ça remet 10 jours pour y répondre. Ça fait un mois entre les deux, c'est un peu long. Les outils numériques sont beaucoup plus utiles. Ça ne change pas grand-chose à part la sédentarisation. Le problème, c'est le troisième type d'usage des écrans, c'est la distraction. C'est-à-dire le téléphone pseudo-intelligent, ça veut dire les jeux vidéo, le chatting, le clavardage intempestif, les programmes qui ne sont pas toujours idéaux dans ce qu'on peut voir à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se distraire. Ça veut juste dire que ces programmes-là ou ces activités-là, elles ont une capacité de leurrer le cerveau. Et comment est-ce qu'elles leurrent le cerveau? C'est qu'il y a un combat entre deux structures. Striatum, qui va libérer beaucoup de dopamine, ou notre hippocampe, qui est notre microprocesseur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mange du chocolat, mon cerveau va libérer de la dopamine pour me dire « Continue, le chocolat, c'est bon pour toi ». Si je mange un bon repas avec des amis, je suis dans le relationnel, je suis dans l'amitié, le bon repas, continue, c'est une bonne chose, donc je libère la dopamine. Si je mange un chips, à cause du sel et de la graisse, mon cerveau va être leurré. Parce que si on prenait vraiment le temps de manger un chips et de le digérer de le macérer dans la bouche, on se rendrait compte que c'est peut-être pas si bon que ça. D'accord? Mais à cause de la graisse et du sel, il va y avoir de la dopamine. Donc, on va vouloir continuer à manger des chips. Et le problème de la dopamine, c'est qu'on n'en a jamais assez, parce qu'on aime ça, être
libération de dopamine. Donc, quand on met le main dans un paquet de chips, on va aller jusqu'au bout du paquet, parce qu'on en veut toujours plus. La même chose, quand on mange du chocolat, le premier, on va le déguster, puis généralement, la 3e, 4e ou 5e morceau qu'on va prendre, on ne goûtera plus, on va juste le manger naturellement parce qu'on voudra de la dopamine. Donc, la dopamine en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Le problème, c'est que plus je suis là-dedans, moins j'utilise mon hippocampe. Mon hippocampe, il me permet de réfléchir. Il me permet de transférer de l'information, un peu comme si j'ai ma mémoire vive dans mon ordinateur et j'ai mes disques durs qui ont de l'information qui se promènent et j'en fais quelque chose, d'accord? Donc, je réfléchis, je le transforme, je transforme ma connaissance, j'adapte ma connaissance. Ça me permet de réfléchir, ça me permet d'utiliser ma mémoire vive qui est ma mémoire de travail. Mais dans l'hippocampe, on a même trouvé des cellules souches. C'est le seul endroit présentement où on voit que le cerveau est encore capable de créer des nouveaux neurones. Donc, plus on utilise l'hippocampe, plus on utilise nos ressources. Le problème, c'est si l'hippocampe fonctionne, je n'ai pas assez de dopamine. Donc, à ce moment, je n'ai pas intérêt. Donc, je vais utiliser beaucoup plus les distractions parce que les distractions me donnent un plaisir immédiat. Parce que, tu sais, étudier pour réussir son examen, c'est long. Étudier pour réfléchir ou réfléchir sur soi, ça peut être long avant d'avoir un peu de dopamine qui est libérée. Donc, le besoin de plaisir immédiat, le cerveau qui est leurré par les électroniques de loisirs, fait en sorte que, à ce moment-là, on va être de plus en plus, on va favoriser les activités de ce type-là, mais malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça stimule essentiellement des zones de notre cerveau qui sont plus reptiliennes, plaisir immédiat, possession, avoir, et moins les ressources les plus humaines de notre cerveau. Donc, on remarque en fait que normalement, notre cortex, il grandit d'année en année jusqu'à 40 à 45 ans. On sait aujourd'hui que notre cerveau va maturer jusqu'à 40 à 45 ans avant d'atteindre son potentiel. Et ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que chez les personnes qui utilisent beaucoup trop les électroniques, il y a un ralentissement de cet épaississement du cerveau. Et il y a même une chercheure américaine, les données ne sont pas encore entièrement publiées, mais qui a vu qu'à partir de 7 heures d'écran de loisirs par jour, on va voir même une diminution de l'épaisseur du cortex. Le problème, c'est que c'est une des principales caractéristiques de la sénilité et de la maladie d'Alzheimer. C'est d'avoir un cortex qui se réduit de plus en plus. Donc, on est peut-être en train de fabriquer une génération de jeunes qui, rendus à l'âge adulte, va avoir peut-être beaucoup plus de difficultés à vivre avec la présence, parce qu'on en a tous dans notre cerveau, des plaques bêta-amyloïdes qui sont malheureusement à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Un cerveau qui est en pleine santé se reconfigure tout le temps. Un cerveau qui n'a pas pris l'habitude de se reconfigurer, notamment grâce à l'hippocampe, à ce moment-là, quand les neurones meurent, on en fait de moins en moins, ou on les utilise de moins en moins, et il y a une réduction à ce moment-là des aptitudes, et on risque peut-être de se retrouver avec des gens qui vont être de plus en plus hypothéqués. Bon, c'est terrifiant, sincèrement, là, mais c'est extrêmement intéressant en même temps. On va s'arrêter là pour cet épisode, puisque je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Merci de nous avoir suivis encore une fois sur cet épisode. Je vous invite à suivre le 3e volet qui va être tout aussi passionnant. Et merci encore une fois à vous de participer à cet échange. C'est très, très enrichissant. Merci.